20h, 21h, France Info, les informés, Laetitia Krupa. Tout à fait d'accord, parce que déjà c'est la 12e fois qu'il y a un veto des États-Unis pour avoir une résolution qui mettrait en cause Israël. C'est la 3e fois ou la 4e fois que cet article 99 est utilisé. La dernière fois, c'était il y a 34 ans. Oui, il y a 34 ans. Et ça porte un coup à la crédibilité déjà des États-Unis et d'Israël. Ça porte un coup à la crédibilité des États-Unis. Ça porte un coup à la crédibilité de l'ONU. Parce que, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé avec la Société des Nations ? Elle a fondu littéralement. Et il a fallu réinventer une deuxième Société des Nations, l'ONU, après la Deuxième Guerre mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ONU, à force de permettre qu'il y ait des résolutions qui ne sont pas respectées, Israël, il y a à peu près une trentaine de résolutions qu'il n'a pas respectées, est en train effectivement de se saboter elle-même. Et le vote hier des États-Unis, avec l'abstention de l'Angleterre, est quand même symptomatique de la déchéance des Nations Unies pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes du monde. Juan José Dorado. Il le reste parce qu'ils sont la puissance militaire, parce qu'ils sont la puissance de toute façon. Mais de moins en moins. Mais de moins en moins, pour l'instant, certainement. Et la preuve, c'est que dans les jours qui ont précédé ce vote, Joe Biden avait incité Netanyahou justement à revoir sa position par rapport à la Palestine et essayer effectivement d'avoir un cessez-le-feu. Mais en fait, la réalité, c'est que par la suite, même Joe Biden n'a pas été capable de convaincre Benjamin Netanyahou. Mais depuis une quinzaine de jours, on voit dans les positionnements des différents pays que c'est de plus en plus critique envers Israël. Ça, c'est une réalité. Juste rappeler que le président espagnol était, il y a une dizaine de jours, en Israël. Il a demandé à Benjamin Netanyahou de respecter le droit international, les droits humanitaires internationaux. Quelques heures après, à l'accès de Rafah en Égypte, le président espagnol a parlé des massacres perpétrés par Israël. Et dans les heures qui ont suivi, Israël a rappelé son ambassadeur du côté de Madrid. Mais cette position, qui est aussi d'ailleurs pour la Belgique, puisque le Premier ministre belge a accompagné le président espagnol. On voit donc, comme je vous disais, que depuis quelques jours, depuis une dizaine de jours, le positionnement géopolitique des pays par rapport à ces conflits est en train de changer. Et effectivement, les États-Unis restent peut-être les gendarmes du monde, mais ils sont de moins en moins crédibles dans leur positionnement. Et l'Europe dans tout ça, j'ai envie de vous poser cette question parce que vous êtes représentant de l'Union européenne. Et l'Europe dans tout ça, complètement impuissante ? Je crois qu'elle est complètement impuissante. Elle va continuer à faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire mettre de l'argent pour reconstruire ce qui a été détruit. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'ONU n'est pas un interlocuteur valable. Israël ne reconnaît que comme interlocuteur valable, et encore les États-Unis. Effectivement, est-ce que le Qatar va être capable de participer et d'essayer une négociation ? Depuis la dernière intifada, on parle des négociations, mais les négociations, ça n'aboutissent de toute façon absolument à rien. En tout état de cause, la solution ne passe pas pour raser complètement la bande de Gaza et puis s'attaquer à la Cisjordanie, puisque on oublie souvent qu'après Gaza, il y a la Cisjordanie à côté, où les Israéliens sont très, très présents. Donc j'espère tout simplement que Benjamin Netanyahou va faire preuve de sagesse, on va utiliser ce mot, et se rendre compte qu'il est allé au-delà de ce qu'il pouvait faire à un moment donné pour reconstruire l'État d'Israël et venger, entre guillemets, les victimes. À quoi va servir cette COP28 ? Je vous dirais qu'on avait cru comprendre que lors de la COP21 à Paris, on avait résolu tous les problèmes. Eh bien non, à la COP28, on a toujours les mêmes discussions et les mêmes problèmes qu'on avait à Paris lors de cette COP21. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une faute politique de l'OPEP, parce que cette lettre, elle aurait dû jamais être envoyée. La seule chose, c'est faire comme on a toujours fait, à tous ces pays-là, c'est-à-dire dire oui, d'accord, et après, chacun fait ce qu'il veut. Parce que ça, c'est la réalité. Depuis cette COP21 où on avait cru qu'il y avait des solutions à apporter, la réalité aujourd'hui, c'est la colère, la stupéfaction. C'était la ministre française, ou c'est la répugnance. Il y a 197 pays. Pourquoi ces 197 pays acceptent-ils de se réunir autour d'une table en connaissant parfaitement l'ordre du jour et, comme vous le dites, Juan José Dorado, en menant finalement leur route sans s'occuper ni des thématiques urgentes ni des autres?
Je ne dirais pas que c'est difficile à comprendre, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre structure capable, effectivement, de réunir tous ces pays autour de ce sujet qui nous intéresse tous. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas des grandes résolutions ou des grandes avancées, mais petit à petit, COP après COP, il y a quand même quelques avancées. Donc, j'ai fait référence à la COP 21, mais même s'il n'y a pas eu de grandes avancées, la réalité, c'est que le 1,5 degré qu'il ne fallait pas dépasser, il est toujours là. Les gens sont toujours à la recherche de ce 1,5 degré qu'il ne faut pas dépasser. Donc, c'est la seule structure aujourd'hui, c'est la seule organisation aujourd'hui qui permet effectivement à 197 pays de s'asseoir à la même table et d'essayer de trouver des solutions. D'accord, hein, finalement. Mardi, est-ce que vous avez une petite idée, Juan José Dorado ? J'espère qu'il y aura un texte mardi prochain. D'ailleurs, à partir de ce week-end, les différents ministres, les différents partis sont présents justement pour essayer de trouver cet accord. Mais en tout état des choses, ce qu'il faut attendre de cette COP28, c'est qu'elle avance un peu plus qu'elle ne l'a fait lors de la COP27. En Espagne. Alors déjà, une loi sur l'euthanasie, ça existe en Espagne depuis mars 2021. Et c'est une loi sur l'euthanasie. On ne parle pas des soins palliatifs. Les soins palliatifs, ils existaient beaucoup avant. Et donc en Espagne, cette loi qui jusqu'à aujourd'hui a bénéficié, entre guillemets, si vous permettez cette expression, à peu près 370 personnes depuis mars 2021. Il y a encore 1000 demandes sont à traiter. C'est une loi qui a été approuvée pour la majorité du Parlement espagnol. C'est un gros problème. Et le mot utilisé est euthanasie. Euthanasie, tout à fait. Parce qu'Emmanuel Macron, on le sait, en France, hésite sur les mots. Aide active à mourir, suicide assisté. Comment présenter les choses ? On vous a posé la question en Espagne ? Tout à fait. On ne s'est pas tellement posé la question, parce que tout le monde, on peut changer les mots, mais tout le monde parlait d'euthanasie. Et c'est d'ailleurs le nom de cette loi. Je vous dis à peu près 370 personnes qui ont eu recours à cette loi. Et cette loi qui permet, après mûre réflexion quand même, puisque la personne qui demande à être aidée pour mourir doit faire d'abord une première demande. Une deuxième demande au moins 2 semaines après la première. Après, son dossier doit être étudié par un médecin qui doit donner son feu vert, qui va à nouveau être contrôlé par une commission. Et quand le moment venu arrive, cette personne doit à nouveau dire s'il est d'accord pour continuer. Et après, en Espagne, vous avez la possibilité d'être aidé physiquement par du personnel sanitaire qui va vous administrer une substance, ou bien vous pouvez le faire vous tout seul. À ce moment-là, on va vous donner la substance et c'est vous tout seul qui allez la prendre. Vous aurez toujours près de vous à ce moment-là du personnel sanitaire, mais qui ne va pas intervenir à cette fin de vie. Donc vous voyez, en Espagne, les choses sont passées comme une lettre à la poste, permettez cette expression, en 2021, quand l'Espagne a décidé effectivement, c'était le 5e pays que le faisait au monde, de légaliser l'euthanasie. Juste très court, est-ce qu'avec vos yeux et votre culture étrangère, vous comprenez l'hésitation d'Emmanuel Macron ? Moi, j'ai du mal à comprendre cette hésitation, parce que là, il a beaucoup insisté sur les soins palliatifs, mais il ne s'agit pas de ça, on parle d'euthanasie. C'est sur ce sujet-là qu'on attend qu'ils prennent rapidement une décision. Bien sûr. Est-ce qu'en Espagne, c'est la même chose, Juan José Dorado ? En Espagne, on est loin maintenant de la réalité de l'Argentine. Mais vous savez, l'Argentine et le populisme, c'est une histoire qui n'a pas commencé avec Javier Milei. Il faut juste se rappeler qui était Juan Perón, c'est lui qui a inventé le péronisme. Après, il y a eu quand même Cristina Fernández Kirchner, il y a eu Mauricio Macri. Donc le populisme et l'Argentine, ce sont des synonymes, entre guillemets, depuis des décennies. Et puis, est-ce qu'on se rappelle de ce que c'était l'Argentine à la fin des années 90, à l'époque du Corralito, quand il y a eu l'effondrement de l'économie argentine? L'Argentine a beaucoup, beaucoup souffert. Et vous avez effectivement parlé de la dette abyssale qu'elle a auprès de l'FMI. Est-ce que finalement, c'est the place not to be? Est-ce qu'il ne faut absolument pas être sur la photo, Juan José Dorado? Alors, 2 choses. La première, l'Espagne va être sur la photo parce que c'est le roi
qui est déjà sur place et qui a d'ailleurs aujourd'hui rencontré Milei et qui sera demain donc à l'investiture. Et puis, deuxième chose, parlons des photos, ça me rappelle qu'effectivement, la France n'a pas envoyé autre que son ambassadeur, sauf que Macron est dans la photo, le président français est dans la photo, puisque le président Javier Milei a publié sur les réseaux sociaux une photo qui lui avait été envoyée par Macron avec le maillot du Boca Juniors, l'équipe de football dont est supporter Javier Milei, avec leur lemme de campagne, la libertad carajo, qu'on peut traduire en France, ça dépend. Ceux qui disent vive la liberté, merde, ou vive la liberté, putain, excusez-moi du mot, mais carajo en argentin. Vous êtes sûr que c'est ce qui était écrit? C'est ce qui est écrit, tout à fait, qui était d'ailleurs la phrase des campagnes de Javier Milei. Donc Macron ne va pas, mais Milei s'est chargé de publier quand même cette photo qui était apparemment privée. Vous êtes d'accord, Juan José Dorado? Oui, est-ce que les élections vont changer la donne en Europe? Ils vont changer la donne. Alors, le seul avantage, donc, il va y avoir plus d'eurodéputés d'extrême droite, c'est certain. Les deux grands partis vont avoir plus de mal à se mettre d'accord pour avoir le Parlement aussi. Mais ce qui est un avantage aujourd'hui encore, c'est qu'il n'y a que deux formations. Il y a deux formations d'extrême droite du côté du Parlement européen. Tant qu'il y en a deux, on peut penser que le fait d'être divisé va favoriser les autres partis. Là où je serais inquiet, c'est effectivement si ces deux formations s'unissaient en une seule, parce qu'à ce moment-là, effectivement, l'équilibre du Parlement allait changer. Et n'oublions pas, je pense que les Italiens vont envoyer plus d'eurodéputés populistes ou d'extrême droite, et en France aussi. C'est le Rassemblement national qui est en tête des intentions de vote aujourd'hui, encore une fois, en France.